Tous les pays ont compris qu'aucune économie ne peut payer ses retraites. Donc il faut la faire payer par les autres. La France est une sorte de terrain incroyable où toutes les économies viennent se servir chez nous pour leur future retraite. Oui. Il serait temps qu'on leur envoie la politesse. La finance, c'est du marketing. Le marketing, c'est raconter une histoire. Aujourd'hui, l'histoire, par exemple, elle est racontée par les cryptos. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on analyse un petit peu cette crise de 90 pour la comparer avec celle d'aujourd'hui et voir s'il y a des similitudes. Bon, on est dans un monde chahuté. Monde chahuté, ça veut dire inflation, ça veut dire taux d'intérêt élevé. Si tu avais 1 million d'euros à investir en immobilier, comment est-ce que tu déciderais de l'allouer ? Alors, Je suis Oussama, le fondateur et président de la société Darwin, une société de gestion immobilière. Nous avons lancé sur le marché une première SCPI avec une thématique européenne diversifiée. Nous investissons dans différentes classes d'actifs, que ce soit le commerce, la logistique, le bureau, et le fonds est accessible à partir de 1 000 € au grand public. Je vous invite à cliquer sur le bouton Darwin Invest qui vous permettra d'en savoir plus sur notre SCPI. Bonjour Guy. bonjour Oussama. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Super, écoute, on est ravis de t'accueillir sur ce podcast Slice et j'avais hâte de faire cet épisode puisque ça fait un moment que je pense à toi en tant qu'invité et enfin on arrive à t'avoir aujourd'hui, donc c'est une super nouvelle pour nous. Allons-y. Allons-y. Alors Guy, pour démarrer l'épisode, j'ai l'habitude sur le podcast Slice d'essayer du moins de présenter l'invité, puis ensuite on déroulera sur les questions. Donc je vais essayer de te présenter en première instance, et puis n'hésite pas à me dire s'il y a des choses qui sont à ajuster. Donc Guy, tu es une figure incontournable de l'épargne et de la pierre papier en France. Tu as fondé l'IEIF, donc Institut de l'épargne immobilière et foncière, qui est depuis plus de 30 ans le centre de recherche et de référence sur l'immobilier collectif. Tu as accompagné le développement de SCPI et de la pierre papier pendant des décennies. Et tu as écrit des livres aussi, comme Le Guide de l'épargnant, L'épargne assassinée, donné des conférences. Et surtout, tu as contribué finalement à démocratiser cet univers auprès des professionnels comme du grand public. En bref, ce que je dirais, c'est que tu as à la fois une mémoire vivante de ce marché et quelqu'un qui garde toujours un œil sur l'avenir. On va en parler. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'immobilier collectif, de crise aussi, puisque aujourd'hui, dans l'immobilier, on connaît une crise, de stratégie d'investissement et de l'avenir. Et je voulais démarrer, avant de rentrer dans nos questions très précises, sur le fait qu'en 1980, tu as publié Le Guide de l'épargnant, comment s'y retrouver dans la jungle des placements. Alors c'est marrant parce que quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, il n'a jamais été autant d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses ? Sauf que non, ce livre n'est plus du tout d'actualité. C'était 1980. Par contre, c'est un livre qui peut être intéressant pour les historiens parce que c'était d'abord le premier livre sur la gestion de patrimoine, qui ne s'appelait pas encore comme ça, pour plein de raisons. Ensuite, c'est un livre qui a amené l'INSEE à revoir ses indices, notamment ses indices d'inflation. Et puis, au-delà d'être le livre fondateur de la gestion de patrimoine, ça a quand même été le livre dans lequel il y a eu, mais j'en parlerai tout à l'heure, la première réflexion sur à quoi pouvaient servir les SCPI. Voilà. Mais il n'a aucune actualité aujourd'hui. On peut le relire, mais c'est amusant, quoi. D'accord, oui, c'est le côté multi-proposition d'investissement pour un conseiller qui me semblait parler. Alors justement, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de questions sur le marché de la SCPI, étant donné qu'on a vu des dévaluations de certaines d'entre elles, des très grosses surtout, mais tout le monde, on va dire, a été plus ou moins impacté parmi les SCPI historiques. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on analyse un petit peu cette crise de 90 pour la comparer avec celle d'aujourd'hui et voir s'il y a des similitudes ou si elles sont très différentes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques informations sur cette fameuse crise de 90 ? Alors, pour ne pas faire trop œuvre d'historien, d'abord, la crise des années 90, c'était une crise mondiale. L'immobilier de tous les pays du monde s'est effondré et a d'ailleurs à l'époque failli faire sauter les systèmes bancaires, il ne faut pas l'oublier. Mais surtout, j'ai envie de prendre un raccourci et te répondre qu'à chaque crise, on dit la même chose. C'est-à-dire, ah bah oui, mais cette fois-ci, c'est vraiment pas pareil, quoi. Cette fois-ci, c'est vraiment grave. Oui. C'est-à-dire que l'immobilier, comme la bourse,
a connu un certain nombre de crises. Et à chaque fois, on entend les mêmes choses. Ah bah ouais, mais attends, là c'est autre chose, quoi. Oui. Alors, en fait, je vais juste donner un chiffre. Si on prend 50 ans, je vais m'arrêter à 74. D'accord. C'est-à-dire un peu après la loi de 70, quand les sociétés avaient remis en ordre leur comptabilité selon la loi de 70. Si on va de 74 à fin 74 à fin 2024, donc début d'année dernière, enfin fin d'année dernière. Il y a un bon panel pour l'immobilier. On a 50 ans. Bon. Qu'est-ce qu'ont traversé les SCPI? Elles ont traversé de 74 à 77 une crise de bureaux terrible. La Défense était vide à l'époque. Ça te rappelle quelque chose? Alors non, puisque je n'étais pas encore né. Oui, non, mais par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui sur la Défense. Aujourd'hui, hein, c'est l'actualité. Ensuite, il y a eu la période 81-83, qui a été une nouvelle crise immobilière après les élections 1980, François Mitterrand. Après, il y a eu la bulle Internet. Il y a eu donc la crise des années 90. Hein. Ensuite, il y a eu la bulle Internet à la fin des années 90 et l'éclatement de la bulle Internet qui a été terrible pour les SCPI. Hein. Après, il y a eu la crise de 2009, Lehman Brothers, qui a été terrible aussi pour les bureaux et tout ça. Et puis maintenant, la crise d'aujourd'hui. Si on prend, parce que fin 2024, on peut dire que la plupart des anciennes SCPI avaient baissé leur prix de part, c'est l'été. Oui. Si on prend les performances des SCPI de fin 74 à fin 2024, on a 10,4%. Si on prend les actions, qui en fait, quand est beaucoup plus volatile en fait que les SCPI, on est à 12,9%. Donc les SCPI ne sont pas très loin. Alors que l'assurance vie de l'époque, l'inflation de l'époque, l'or même sur la période, c'est autour de 4%. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les SCPI ont déjà traversé des crises énormes, parfois existentielles. La crise des années 90 avait fait quelque chose que ne fait pas encore celle-ci, et on espère qu'elle ne le fera pas, c'est que la crise des années 90 avait mis beaucoup de gens, y compris des cadres, y compris des dirigeants, j'ai envie de dire, au chômage. C'était une crise terrible, terrible, terrible. La grande différence entre 90 et aujourd'hui, c'est que 90, c'était une crise sans argent. Alors qu'aujourd'hui, c'est une crise, mais il y a de l'argent partout. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a de l'argent partout. Les chiffres de collecte, par exemple, de cette année par rapport à 2021. Ah bah oui, attends. Je dis, il y a de l'argent partout, mais les cryptos collectent. Oui, c'est ça, l'épargne aussi. La bourse collecte, les ETF en bourse collectent. On a aussi des produits structurés, c'est peut-être pas aussi bien, mais ça collecte aussi. C'est-à-dire qu'il y a de l'épargne disponible, prête à investir, et il y a partout dans le monde des fonds d'investissement qui ont de l'argent à investir. Après, qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas vers l'immobilier, ou que l'épargne aille ou n'aille pas vers les SCPI, c'est autre chose. Mais dans les années 90, il n'y avait pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y avait une crise et totalement desséchée. Donc même quand les immeubles n'étaient pas chers, il n'y avait personne pour les acheter. Oui, je comprends. C'est pas la même chose. Et de ton point de vue, actuellement, donc nous sommes au mois de octobre 2025, dans quel cycle est-ce qu'on est? Est-ce que tu anticipes une reprise liée, par exemple, à une évolution des taux d'intérêt dans les prochaines années? Ou est-ce que cette stabilisation que tout le monde voit actuellement va durer sur plusieurs années? Dans quel niveau de cycle est-ce que tu nous vois aujourd'hui? Alors, tout dépend où on est. C'est-à-dire, si on me demande d'analyser l'économie, je peux dire certaines choses. Si on me demande de répondre sur ce qui va arriver sur les SCPI, ce n'est pas exactement la même chose. J'explique. Si on me demande de parler économie, j'ai envie de dire, bon, on est dans un monde chahuté. Monde chahuté, ça veut dire inflation, ça veut dire taux d'intérêt élevé. Bon. Et il y aura des hauts, des bas, mais en gros, il faudra s'habituer à vivre avec l'inflation. Hein? Je vais faire un tout petit résumé, si on a encore un peu de temps. Allons-y. Tout petit résumé. Alors là, beaucoup plus court que l'histoire des CPI, mais beaucoup plus long. Si je reviens à 1789, Révolution française, plein d'agitation. Et taux élevé, taux d'intérêt élevé, inflation énorme. De 1789, après il y a eu Napoléon qui a mis l'Europe à feu et à sang. Taux d'intérêt élevé, inflation élevée. 1815, Waterloo, ça y est, ça se calme. Et de 1815 à 1914, stabilité monétaire, très très peu d'inflation,
taux d'intérêt très faible. Donc on parle quand même de cycles qui ont duré plusieurs décennies. Très très long. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que 1914, la guerre reprend. L'inflation aussi, les taux d'intérêt aussi. Entre deux guerres qui a été assez violent. Alors, oublions certains détails, il y a une petite période avec déflation, etc., à cause de la crise de 29, mais après, on est arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale, après, on est arrivé dans la guerre froide. C'est-à-dire qu'en gros, 1914, 1989, la chute du mur de Berlin, ou 1984, quand ça se préparait, quand la chute du Communisme se préparait, on a eu inflation élevée, taux d'intérêt élevé. Et à partir du moment où, d'un seul coup, il y a une grande mondialisation, où on s'est mis à faire le commerce plutôt qu'à faire la guerre, ou du moins à être hostile, il y a eu taux d'intérêt très bas, taux d'inflation très bas. Et 2022, Ukraine, ça y est, c'est reparti. Maintenant, on a l'antagonisme BRICS, pays occidentaux, c'est reparti. Donc on est probablement, ça c'est ma réponse économique, on est probablement parti pour un cycle long de taux d'intérêt élevés, d'inflation élevée. Si je fais la traduction de l'immobilier, on peut vivre avec de l'inflation. C'est-à-dire que les Grandes Glorieuses, par exemple, 1945-1975, ont été une période magnifique pour les particuliers, l'augmentation du pouvoir d'achat, du niveau de vie. L'accès à la propriété. C'est une période magnifique pour l'immobilier, partout dans le monde, avec une inflation en moyenne à 6%. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il vaut mieux se préparer au fait, ça c'est la partie économie, qu'on risque de vivre avec des taux taux longs, j'entends. Le taux, si vous voulez, il y a deux sortes de taux. Il y a le taux donné par les banques centrales, qui est à quel taux la banque centrale rémunère l'argent des banques. Mais il y a ce qu'on appelle les taux longs, c'est-à-dire les obligations à 10 ans ou plus, où là, c'est le marché qui décide. Or, les taux longs, aujourd'hui, ils sont restés très élevés, beaucoup plus que les taux courts. Donc, on va vers ça du point de vue élevé, et ce n'est pas inquiétant pour l'immobilier. Alors maintenant, les SCPI. Justement, pour un épargnant ou un investisseur SCPI, du coup, comment s'adapter à ce monde où on apprend que les taux vont rester relativement élevés, il va y avoir de l'inflation. Du coup, quels sont les supports sur lesquels il faut se positionner? Disons que la SCPI, c'est un fonds immobilier. Par nature, le fonds immobilier est très différent de un appartement ou un immeuble. Oui, il y a cette notion de mutualisation. Donc de capacité d'adaptation. C'est-à-dire que le fonds, je te donne un exemple. Est-ce que tu as été, là nous sommes à Paris, est-ce que tu étais voir le quartier de l'Olympia? Oui. Tout neuf, magnifique. Il appartient depuis le 19e siècle, ce quartier, et il a été refait dans les années 90 par la Foncière Lyonnaise, qui était une foncière créée d'ailleurs par le fondateur du Crédit Lyonnais. Voilà un fonds immobilier qui a complètement traversé le temps. Alors, les immeubles ne sont plus les mêmes. Maintenant, il y a des ascenseurs, par exemple, des ascensoirs, comme disait Jules Verne. Il y a plein de différences. Et la Foncière Lyonnaise, elle a transformé certains immeubles. Puis on pourrait dire la même chose des autres foncières de l'époque. Mais elles ont transformé les immeubles. Parfois, elles en ont vendu. Parfois, elles en ont racheté d'autres. Aujourd'hui, ces sociétés foncières, elles sont même en train de rénover certains quartiers de centre-ville, dans les territoires, etc. Le fonds immobilier, il change avec son époque. Il change avec son immobilier. Mais les actionnaires de la Foncière Lyonnaise, en supposant que les actions se soient transmises aussi bien que les chromosomes, c'est-à-dire que les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants les aient gardés. C'était un bon placement qui a survécu à l'inflation, etc. Donc, si on prend la SCPI comme un fonds immobilier, l'idée, c'est que ce qu'elle détient aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'elle détiendra dans 10 ans ou dans 15 ans. Oui, donc ce qu'il faut évaluer, finalement, c'est sa capacité à s'adapter. Exactement. Et ça peut se faire par le lieu. C'est-à-dire que toutes les grandes foncières ayant tellement investi en centre-ville, le lieu les a prédestinés à une capacité d'adaptation, parce que de toute façon, au cœur de Paris, c'est un marché résilient. C'est un marché résilient. Ou alors, c'est dans le type de bien. Il y a des immeubles qui sont très convertibles. Il y a déjà des immeubles détenus par des CPI ou par des fonds d'investissement de type foncière et autres, qui ont changé 4 fois de destination. Oui. Dans le quartier, là, il y a plein de bureaux. Qui étaient initialement des habitations. Des petits bureaux de sociétés de bourse, d'agents de change, et qui encore avant étaient des ateliers.
Et c'est les mêmes immeubles. Oui, donc c'est un produit finalement vivant qui doit évoluer dans le temps et s'adapter aux nouveaux usages. Exactement. Et ça me fait une transition vers les différents fonds immobiliers. On observe aujourd'hui qu'il y a quand même, côté producteur de placements immobiliers, une concurrence importante. On a vu, par exemple, en 2024, une vingtaine de SCPI se lancer. Et je me posais la question de comment se différencier, comment se distinguer dans un marché où il y a une concurrence accrue des sociétés de gestion, des produits de placement financiers. Alors, oui, il y a une sorte de marketing sans cesse renouvelé de ceux qui... Parce que, effectivement, quand on parle de finance, on pense qu'on parle de quelque chose de très objectif, qui est la capacité à bien gérer l'argent, mais aussi la capacité à avoir de l'argent. Oui. Les grands financiers qui passent à la télé, c'est pas parce qu'ils sont forcément meilleurs que les autres, mais c'est parce qu'ils ont collecté plus. Exactement. C'est ça que tu veux dire. Et tu voudrais être un grand financier. Il y a deux pans d'activité. Exactement. Il y a les investissements qui font la réputation, le temps, et finalement la collecte qui s'attire aussi par la visibilité. J'ai envie de dire, au-delà des questions de marketing, parce que certains sont plus doués que d'autres en marketing, c'est quoi l'avenir en fait des jeunes? Déjà, moi je trouve très très bon signe que la population se renouvelle. Moi, je suis très confiant sur les anciennes SCPI. Bon, il peut toujours y avoir ici ou là un gérant qui fait des bêtises, mais en dehors de cas exceptionnels, la plupart des SCPI qui souffrent aujourd'hui, elles feront comme pour les autres crises, elles s'adapteront, elles changeront leurs immeubles, etc. Et ça passera. Les nouvelles, moi j'ai envie de dire, ce qui sera la garantie de succès des nouvelles, c'est est-ce qu'elles se contentent de juste dire, bah voilà, le marché est en crise, aujourd'hui il n'y a pas d'acheteurs, donc on peut acheter moins cher, ce qui est déjà très bien. Ou est-ce qu'elles réfléchissent un peu plus loin et se disent, le monde a changé, je ne vais pas naviguer dans le monde de demain avec les cartes d'hier, quelles seraient pour demain les nouvelles précautions à prendre, les nouvelles stratégies à avoir? Et il me semble, par exemple, il y en a une qui est en train d'être partagée par un certain nombre de dirigeants de sociétés de gestion, de dire, bon, en fait, on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout quoi ressemblera la société dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc privilégions soit les locations tellement historiques qu'on risque rien, soit des immeubles qu'on peut complètement transformer, qu'on peut emmener vers autre chose. Avec une réversibilité possible. Et voilà, c'est le mot. Réversibilité. Il y a aussi une tendance que j'observe actuellement qui est d'avoir des fonds plus européens, donc investir dans d'autres pays que la France, à la fois pour la dynamique économique de certains pays, mais aussi pour des avantages qui peuvent être fiscaux. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'investir en dehors du marché français pour une SCPI? Alors oui, mais pas pour la raison que tu penses. Alors pour quelle raison? Pas du tout. Personnellement, je suis tout à fait pour. Je pense même que si nous avions un ministre de l'économie vraiment intelligent, qui a vraiment compris comment va le monde, il y aurait un énorme avantage fiscal pour les épargnants qui mettraient leur argent hors de France. J'explique, ça paraît paradoxal. Hein. Oui, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation terrible. C'est-à-dire que nous avons à payer les retraites de la sécurité sociale, les retraites complémentaires, Agirc, Arco, et nous avons à payer les retraites des régimes spéciaux, hein, tous les fonctionnaires, SNCF, etc. Et nous avons à payer les retraites des Allemands qui ont acheté des immeubles ou des entreprises en France. Donc les dividendes ou les loyers vont chez eux. Les retraites des Japonais qui ont acheté des entreprises ou des immeubles en France et les loyers et les dividendes vont chez eux. Et les retraites des Américains et les retraites des Suédois et les retraites des Finlandais. Donc la France est une sorte de terrain incroyable où toutes les économies viennent se servir chez nous pour leur future retraite. Oui. Il serait temps qu'on leur envoie la politesse et qu'on aille acheter des immeubles allemands, hollandais, anglais, espagnol, italien, pour se dire on a des loyers qui vont venir en France pour les retraités français. Et pour avoir une sorte de balance commerciale qui se rééquilibre au niveau du financement des retraites. Parce que tous les pays ont compris, il n'y a que les Français qui ont un petit peu de mal à intégrer ce genre de débat, qu'aucune économie ne peut payer ses retraites.
Donc, il faut la faire payer par les autres. Donc, l'épargne qui va à l'étranger, c'est une solution pour le financement des retraites françaises. Voilà. Alors, après, je me suis échappé du sujet Oui, SCPI. mais c'est un point de vue très intéressant de dire finalement la France est très attractive d'un point de vue immobilier pour les étrangers. Bah oui, mais le prix de l'activité, c'est quoi ? Finalement, on finance les autres. Alors, pour les SCPI, je dirais, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse standard. C'est-à-dire que, qui nous dit que dans 10 ans d'ici, l'immobilier français aura fait mieux ou moins bien que l'immobilier allemand, ou que l'immobilier anglais, ou que l'immobilier espagnol? Personne n'en sait rien. Alors après, il y a les notions de diversification. Mais moi, je ne sais pas où on sera, l'euro, l'accord des différents pays sur l'euro. Est-ce que l'économie française se sera réveillée ou est-ce que sera enfoncée? Est-ce que l'économie allemande, qui a elle aussi des défis très 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 importants, et qui est en train de réagir très différemment de nous. Je ne sais pas si tu as vu les dernières nouvelles, mais eux, ils ont décidé de faire des grosses économies sur leur administration, sur leurs coûts administratifs, etc. Oui. Mais l'Allemagne est quand même beaucoup plus en première ligne que nous dans le choc du rééquilibrage européen et des ressources en matière première surtout. Donc, moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est pour ça qu'on a inventé la diversification. Oui, donc le principe est de dire, moi c'est la raison pour laquelle justement je trouve cette approche attractive, c'est de dire il faut diversifier et finalement être diversifié à la fois sur les classes d'actifs mais aussi les pays pour avoir une sorte de représentativité assez exhaustive, presque comme un ETF. Si on va par là, je suis tout à fait d'accord, mais si on va par là, il faudrait peut-être aussi diversifier selon les gérants, parce que certains sont peut-être un petit peu meilleurs que d'autres. Il faut diversifier aussi entre immobilier et bourse. Moi, je ne sais pas ce qui va faire le mieux dans les 10 prochaines années. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des actions françaises ou américaines, etc., ou de l'immobilier, ou pourquoi pas du Bitcoin? Je n'en sais rien. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé la diversification. Et l'idée, quand même, pour les SCPI, alors, c'est bien d'avoir une SCPI européenne, c'est peut-être bien aussi d'avoir une SCPI qui fait confiance complètement à l'économie française, c'est peut-être bien aussi d'avoir une SCPI jeune, c'est peut-être bien aussi d'avoir une SCPI ancienne. Et de toute façon, on sait qu'avec les SCPI, on n'est pas du tout comme les actions en bourse. Oui. Les performances finales des SCPI sont comme un peu dans un mouchoir de poche par rapport aux performances finales des actions. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, je vais te poser une question que je pose à tous mes invités sur lesquels, finalement, tu vas aussi te positionner. C'est si tu avais 1 million d'euros à investir en immobilier, comment est-ce que tu déciderais de l'allouer? Alors, j'ai 2 réponses possibles. La première, c'est de refuser de répondre parce que j'ai toujours été, depuis tout le temps, observateur. Et je n'ai jamais voulu mélanger les genres. Autrement dit, j'ai la fierté de l'observateur, mais j'ai aussi la modestie de l'observateur. Donc je ne dis pas, il n'y a qu'à faire ci, il faut qu'on fasse ça, etc. Bon. Maintenant, je peux essayer de répondre un peu mieux quand même. Allons-y. Alors, si j'y vais concrètement, bon, j'ai quelques années plus que toi. Donc, j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, à l'étape de ma vie où j'en suis, si d'un seul coup, comme ça, pouf, imaginons, je gagne au loto, et j'ai plusieurs millions, et on dit, allez hop, 1 million vers l'immobilier. Bah, je crois que je les donnerai à mes enfants. Donc, pour faciliter la succession. Parce que ça, c'est un autre point dont on parle peu. Mais les SCPI, pour une succession, bon, la mienne n'est pas très compliquée, mais pour une succession compliquée, les SCPI, c'est génial. Il n'y a pas un appartement à couper en 2 ou en 3. On coupe en 3 le nombre de parts et c'est fini. Donc, je me renseignerai d'abord pour savoir si je dois donner impérativement la même chose de la même façon à chaque enfant. D'accord. Parce que dans ce cas-là, si je peux nuancer, il y a par exemple 2 enfants à qui je donnerai tout de suite, des parts de SCPI. Je constituerai le parfait. Ce ne serait pas une donation en cash, mais en parts de SCPI. D'accord. Alors malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas reprendre d'un contrat d'assurance vie en part de SCPI. Ce qui sauverait tout le monde, ce serait une réglementation qui ne coûterait rien et qui aiderait beaucoup de choses. Mais si c'était le cas, je leur donnerais dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. D'accord. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Puisque
quand on prend l'argent de son assurance vie, on le prend en cash, on ne peut pas le prendre en part de SCPI. Donc, il y en a 2 à qui je donnerais en part de SCPI, tout de suite, comme ça, donation. Tu as combien d'enfants ? Oula, on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis, il y en a par exemple un autre pour lequel je dirais, lui, je vais lui donner l'usufruit. Et puis, à mon décès, il aura aussi la nue propriété. Donc, avant que je décède, il ne fera pas de bêtises. D'accord. C'est le plus jeune ou... Je ne dis rien. Mais l'idée, c'est que je verrais plutôt cela comme un outil patrimonial adapté à la situation. En fin de compte, chacun aura la même chose, si vous voulez, et puis il y en a quelques autres derrière. Sur un calendrier mais selon des modalités un peu différentes pour faire du bien à chacun, quoi. Oui. C'est intéressant. Donc, tu rentres directement dans la logique de transmission, mais avec des méthodes différentes, et tu adaptes finalement ce que bien tu sûr. veux. Et la SCPI permet de le faire. D'accord. Et donc, toi, tu conserves l'usufruit de 1/3, finalement. Non. Je donne tout. Je ne donne que l'usufruit à celui dont je crains qu'il dépense un petit peu trop. D'accord. Comme ça, étant moi resté nu propriétaire, il ne peut pas manger le capital. Et puis quand je décède, très bien, il aura tout. Et puis, qui vivra verra. Mais c'est une question d'adaptation. Oui. Et je pense que chacun a une façon de vouloir aider ses enfants de façon différente. Oui, bien sûr. Et alors, le temps file, donc je vais essayer de poser toutes mes questions. Il m'en reste 2 principales. En tout cas, merci. Donc je vais essayer de répondre vite. Merci pour cette réponse très intéressante de voir comment tu finalement façonnes ce produit en fonction des différents enfants. Est-ce que tu as vu des modes dans les thématiques d'investissement qui finalement se recyclent un peu tous les 10 ans, 20 ans? On voit une sorte d'élan de nouveauté en disant je vais transformer par exemple des bureaux en habitation, et tous les 20 ans cette mode se recycle. Est-ce que tu as vu comme ça des choses revenir, marcher, pas marcher, et en fait une sorte de recyclage de nouveautés? Oui, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu disais comment se différencier, quelle concurrence sera, la finance, c'est du marketing. Le marketing, c'est raconter une histoire. Aujourd'hui, l'histoire, par exemple, elle est racontée par les cryptos. Bon, voilà pourquoi il y a tellement d'argent qui va vers les cryptos. Voilà pourquoi il y a tellement de jeunes qui se tournent vers les cryptos. Parce que l'histoire, elle est là. Aujourd'hui, je dirais que les SCPI n'ont pas réussi à trouver leur nouvelle histoire. Donc, c'est un peu lourd globalement. Alors ensuite, à un moment donné, la mode, c'était le développement durable. Donc, moi, je lave plus vert, donc investissez chez moi. Pourquoi pas? Alors, ce qui est vrai en plus, c'est-à-dire que quand on creuse, on s'aperçoit que la profession des SCPI, mais aussi celle des foncières, en fait, les fonds immobiliers en général, sont très, très en avance en matière de développement durable, d'économie d'énergie, de respect environnemental, etc. Mais ça n'est plus un argument marketing aujourd'hui. Ce serait un handicap marketing d'y pas y aller. Donc oui, bien sûr, il y a des modes, mais la finance n'est qu'une histoire de mode. D'accord. Donc finalement, moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, tu l'as évoqué 2 fois, c'est les cryptos. Peut-être qu'on va en parler 2 minutes, histoire de faire un focus dessus. Qu'est-ce qui rend ce produit aussi attractif si on rentre sur ce sujet aujourd'hui? Est-ce que c'est finalement parce que moi, l'argument principal que j'entends des gens qui sont fans de ce produit, c'est qu'il y a un doute aujourd'hui sur la monnaie fiduciaire et le surendettement des pays. Oui, mais il ne faut pas écouter les histoires. Je suis en train de te dire que la finance, ce n'est que des histoires. Donc, au niveau raconté, etc., c'est comme ça qu'on lève l'argent. L'argent va là où il y a de l'attention. Pourquoi les grands artistes, les grands chanteurs, les grands acteurs sont riches? Parce qu'il y a de l'attention qui va vers eux, donc voilà, l'argent va vers eux. Bon, les financiers ont compris aussi, ils racontent des histoires qui sont parfois très justes, mais c'est le narratif qui compte. Si je dis histoire, le narratif, on comprend un peu mieux. D'accord. C'est quoi le narratif crypto? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu la bulle Internet à la fin des années 90.
Et alors là, puisque tu cherchais des similitudes entre crises, je vais donner des similitudes entre bulles. Parce que tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les cryptos, on l'a entendu sur la bulle Internet. Un peu dans le langage différent, parce que c'est pas la même chose. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 50 Google potentiels, il y en a un qui est arrivé. Il y avait 50 Amazon potentiels, il y en a un qui est arrivé. Il y avait, etc. Donc aujourd'hui, après que la bulle Internet a éclaté, on sait que Internet, ça marche, c'est devenu indispensable. Donc si on se remet au moment de la bulle Internet, il y avait des paris extraordinaires à faire, et il y avait surtout le fait d'apercevoir que le monde allait changer et qu'il allait se passer quelque chose. Donc il y a eu cette bulle, elle a éclaté, mais au lendemain, la planète était équipée d'Internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette immense bulle, dont on a beaucoup glosé, on s'est moqué, etc. Elle a éclaté. Juste après 2001, 11 septembre, la planète entière a regardé les avions s'écraser sur le World Trade Center. Internet était là. C'est la première catastrophe qu'on a tous vue en direct. Internet était là. La crypto, c'en est là. C'est-à-dire qu'on en est à la bulle Internet. Sur toutes les cryptos qui existent, il y en a 95% qui vont disparaître, mais il y aura les Google, les Apple, les Amazon de demain. Oui, donc en fait, il y a un fort engouement durant une période où tout le monde se lance, les choses vont dans tous les sens. Et comme toujours, il n'y a qu'une partie de la population, c'est-à-dire plutôt les jeunes, plutôt les gens restés jeunes dans leur esprit, plutôt ceux qui ont envie de jouer, de risquer, etc., et des techniciens. Si on veut comprendre ce qui se passe dans les cryptos, il faut interroger des gens qui connaissent bien l'informatique, qui connaissent bien la blockchain, qui connaissent bien tout ce qui bouge. Et on s'aperçoit qu'il s'agit d'une nouvelle technologie qui va effectivement changer le monde, comme Internet a changé le monde. Et simplement, il y a toujours un décalage. Nous vivons dans des milieux sérieux. On se dit non, c'est pas sérieux ces trucs-là. Puis on se retourne et on voit que en France, il y a apparemment 10 millions de détenteurs crypto, et t'ont pas demandé ton avis. Voilà. Oui. Donc, je pense que c'est un phénomène qui a à voir avec l'innovation. Cette innovation, elle a besoin d'être financée, et finalement, elle trouve des financements. Ce que je trouve personnellement inquiétant, c'est le seul regret que j'ai, c'est qu'on a à peine fini que les autorités, banques centrales, grandes banques critiquent la crypto, qu'on s'aperçoit que c'est elles qui sont en train de l'acheter. Oui, donc finalement... Autrement dit, on a un peu le sentiment d'être fait balader, quoi. Oui. D'accord. Et donc tu n'as pas de portefeuille crypto? J'en ai un petit peu, mais ça reste très très marginal à comparer à l'immobilier. Mais... Et tu as commencé quand? J'ai commencé en 2019. Voilà. Très bien. Mais il y a beaucoup de Français comme ça, et c'est super. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que l'épargne, alors évidemment, pas sur la totalité d'un patrimoine, mais sur un petit bout, on a peut-être le droit de jouer, non? Oui, c'est clair. Bon, moi, pareil, à peu près. Et toi, tu as de la crypto? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je trouve fascinant chez toi, c'est que, mais je le disais en début d'échange, tu as constamment le regard tourné vers l'avenir. C'est un peu le sujet des cryptos. J'essaye. J'essaye. Non, puis il y a une autre raison. Il y a une autre raison, c'est-à-dire que comme j'ai toujours été observateur, il y a un risque dans mon métier, c'est de décoller. Et donc, j'ai toujours eu un petit portefeuille en bourse. Et quand j'ai entendu parler des cryptos, j'ai pris un portefeuille crypto, puis après j'en ai pris un deuxième, comme ça, un troisième, pour essayer un peu différentes choses. Parce que je ne veux pas me trouver en position de parler sans avoir l'expérience. D'accord. En bourse, par exemple, j'ai pris des gamelles extraordinaires en choisissant moi-même mes actions. Bon, puis j'ai fait des coups formidables. Mais au moins, je sais ce que c'est. Et quand on voit une action qui monte, on se dit, je vends ou je vends pas. Et là, on s'aperçoit que, quelles que soient les grandes théories qu'on peut avoir, on est nerveux. Hein. Voilà, oui. Donc c'est plutôt par souci de pragmatisme, en équilibre à mon métier d'observateur. Mais aussi le fait d'apprendre en faisant, je trouve ça... Puis en plus, si je gagne un peu d'argent, ça fait pas de mal. Oui. Voilà. Alors pour conclure, Guy, j'ai une dernière question. Est-ce que tu es enthousiaste pour l'avenir ? Oui, mais ça, c'est comme ça que ma maman m'a fait. Hein. C'est-à-dire que l'enthousiasme, l'optimisme, tout ça, on a décidé ou on n'a pas décidé. Je suis désolé de dire ça. Alors après,
c'est vrai qu'il y a plein de problèmes. Hein. On est dans un pays qui aujourd'hui file un mauvais coton. Bon. Pour attirer un peu, pour traduire un peu ta question, si tu veux, sur le domaine des CP, bon, moi j'ai décidé simplement, une fois pour toutes, de croire en l'avenir. Bon. Puis après, on se retrousse les manches et on y va, quoi. Moi, je ne suis pas inquiet sur l'immobilier et sur les CPI, parce que, quel que soit ce qui arrive, les problèmes peuvent changer de forme, hein, mais il y aura toujours des problèmes de toute façon. Mais les deux grands axes du patrimoine, c'est quand même les entreprises et l'immobilier. Donc, le fonds immobilier, qui lui sait s'adapter à l'immobilier en permanence, donc il ne risque pas de se retrouver hors jeu, puisqu'il peut jouer justement par ses dimensions, etc. Ça traversera le temps. Bon, les entreprises aussi. Imaginons que demain, on ait une grande crise boursière de 50, avec une baisse de 50%. Pourquoi pas? Ce ne sera pas la fin du monde non plus. Donc, je dirais que ce qui est important, c'est que les professionnels, eux, réfléchissent vraiment sur quel est l'immobilier qui va durer plusieurs cycles, ou à se préparer à changer. On traversera le temps. L'épargne traversera le temps. Super. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode et ravi d'avoir eu l'occasion d'échanger sur tous ces sujets avec toi. Merci d'avoir été patient et de m'avoir laissé parler si longtemps.